La suite du programme, on part un peu plus loin. Axel Carillon va nous emmener dans sa dernière aventure avec des images exceptionnelles que vous allez découvrir maintenant. Il va nous parler de tout ça parce que oui, c'est un aventurier, un explorateur de l'extrême. Parfois, il va tout nous raconter. Mais d'abord, regardez un périple avec Axel Carillon. Ça ressemble à ça. Les images sont magnifiques, mais ne vous fiez pas forcément aux images parce que c'est très dur. Axel Carillon est notre invité, bienvenue, comment ça va? Ouais, ça va, en forme. Ouais, avec ces images qu'on vient de découvrir, je le disais, ne vous fiez pas aux images parce que oui, c'est beau, mais quelle aventure! Alors, on va rentrer dans le détail, bien sûr, et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines, mais est-ce qu'on peut parler, dans une exploration à vélo comme celle-ci, de survie? C'est clairement un degré d'engagement qui est compliqué à partager en images parce que, comme on le voit tout à l'heure, c'est des très belles images. On est dans des endroits qui paraissent paradisiaques sur le papier. Ça fait rêver, ouais. Mais quand on est sur le vélo, on est sur des conditions de survie, c'est clair. Bon, on va revenir sur cette aventure. 2000 km, c'est ça à peu près? Quasiment, oui. Quasiment. Et cette passion toujours intacte de faire le tour du monde à vélo pour une bonne raison. Expliquez-nous un petit peu pour ceux qui découvriraient aujourd'hui votre univers. Quelle a été l'idée de départ et pourquoi ces voyages autour du monde et ces explorations, j'allais dire? C'est presque de manière fortuite que c'est arrivé. C'est par l'intermédiaire d'une rencontre. C'est quelqu'un, en l'occurrence 2 personnes, qui m'ont proposé un jour d'aller traverser l'Europe de l'Est en vélo, notamment l'Ukraine. Et à l'époque, j'avais jamais fait de vélo, j'étais jamais là en Europe de l'Est, j'avais jamais campé dehors. Et ils m'ont proposé cette expérience qui a transformé ma vie. Ça a été un peu un marqueur, un déclencheur, qu'après j'ai cherché à reproduire chaque année avec des voyages de plus en plus engagés. Ouais. Et aujourd'hui, ça représente 150 000 km d'exploration à vélo, avec en toile de fond toujours la recherche de la beauté, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, à travers également des paysages bien sûr, mais des humains. Ouais, et des cultures que j'ai l'occasion de rencontrer à vélo, qui est à mon sens un des meilleurs moyens techniques actuels des humains pour pouvoir établir un contact et quelque part capter des informations, des expériences culturelles et puis toujours être dans l'empathie bien sûr. Et l'humanité sans, je dirais, tous les petits jeux qu'on doit jouer au quotidien et qui amènent parfois des conflits malheureusement. Comment ça s'est passé ce dernier périple? Quelle était l'idée de départ et surtout comment ça s'est passé sur place? Parce qu'on a vu effectivement ces décors paradisiaques, mais c'est un endroit qui est très réputé pour être très difficile. Alors l'idée de départ, c'était d'amener un entrepreneur français, Bertrand Maverel, qui a fait déjà pas mal de courses, que j'organise les courses Biking Man, et qui m'avait proposé de passer à l'étape d'après, qui était de découvrir mon univers, qui est l'exploration à vélo, un peu un format Mike Horn du vélo. Ouais. Et je lui ai proposé cette expédition de l'extrême pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une exploration donc, de la Basse-Californie, donc de la frontière avec les États-Unis d'Amérique, San Diego, et on a rallié la ville de La Paz au sud de la Basse-Californie. Donc c'est une péninsule, pour que les personnes qui nous écoutent matérialisent cet endroit, entre l'océan Pacifique et le golfe de Californie, anciennement la mer de Cortés. D'accord.
Et c'est historiquement également, parce qu'on a une passion commune avec Bertrand, c'est les voitures, des belles voitures, et les voitures anciennes également. Il y a une course de rallye qui s'organise, qui s'appelle la Baja 1000, pour 1000 miles, donc 1600 km, qui traverse cette péninsule depuis, je pense que l'année prochaine, en 2027, ça va fêter ses 70 ans. C'est un rallye raid, format un peu Dakar. Et on est allé finalement sur les traces de ce parcours mythique qui se fait en buggy, et là à vélo. Comment on choisit la personne, alors là il y avait une raison aussi particulière, mais comment on choisit la personne qui peut vous accompagner? Parce que tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites, évidemment, et cette aventure, elle est loin d'être à chaque fois solitaire. On l'a dit, il y a les rencontres avec les populations aussi sur place, mais il y a cette aventure que là, pour le coup, vous avez vécu à deux. Est-ce que tout le monde peut le faire déjà? Non. Voilà. C'est clairement dans le rythme qu'on a eu, c'est-à-dire 14 jours, 2000 km d'exploration en VTT, en autonomie totale, en transportant tout son matériel sur soi et sur le vélo. Donc c'est vraiment de l'ultra extrême en termes de rythme. Tout le monde ne peut pas le faire. Moi, par contre, j'ai la chance d'être entrepreneur. J'ai une entreprise qui s'appelle Biking Man. J'organise des courses d'ultra-distance et c'est mon tamis. C'est quelque part le tamis qui me permet de découvrir des profils, femmes et hommes, qui font des courses et qui souhaitent peut-être un jour s'élancer sur les traces que je laisse derrière moi, sur des parcours. Et finalement, je regarde en fonction des rencontres que je fais au titre de mon activité professionnelle. Et ça amène l'étape d'après, qui n'est pas de répéter des courses en permanence, mais au contraire de pouvoir émanciper les gens vers leur propre voyage. Parce que finalement, moi, je ne vais pas dire que j'ai plus rien à prouver, mais j'ai fait beaucoup de voyages extrêmes, des traversées continentales, j'en ai fait énormément. C'est ce qu'on appelle l'ultracyclisme aussi, ce côté, on parlait de Biking Man, mais de repousser à l'extrême des performances aussi. C'est ça. C'est-à-dire que le Biking Man, c'est de la longue distance vélo où le but, c'est de faire 1000 bornes en moins de 5 jours. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle de l'ultra-distance vélo, mais avec un cadre de sécurité. C'est-à-dire que vous avez des véhicules, des marshals, des gens qui s'occupent, entre guillemets, de votre sécurité avec un filet qui est en place pendant la durée de l'événement. Quand on est en exploration, quand on fait face à un serpent à sonnette, le cascabel, comme disent les Mexicains, il n'y a que vous et l'analyse que vous pouvez juger de la situation, l'analyse risque, pour pouvoir progresser. J'ai parlé de survie tout à l'heure, j'étais peut-être pas loin finalement de tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire autour de la table? Je me posais la question, Axel, vous disiez que c'était peut-être l'un des voyages les plus compliqués que vous aviez eu. Et justement, je me posais la question de savoir est-ce que c'était les infrastructures qui manquaient, c'est-à-dire les routes qui n'étaient pas en bon état, ou est-ce qu'il y a eu d'autres surprises, voire mauvaises surprises sur le chemin? Qu'est-ce qui a été si compliqué? C'est tous les paramètres que j'ai l'habitude de gérer en expédition, à savoir déjà la progression. La progression sur le terrain, il faut imaginer des pistes défoncées, où on passe difficilement avec un 4x4 ou alors avec un buggy que je les sers pour y conduire. Voilà. Dans le contexte vélo, déjà, c'est un peu compliqué de progresser. La progression est très lente. Pour les cyclistes qui nous écoutent, on a des journées où on fait 100 km en 10, 11, 12 heures de progression, donc c'est très lent. Sans compter en plus les sessions de portage et où on pousse le vélo. Où on n'a pas trop d'images d'ailleurs, parce qu'on se concentre sur pousser le vélo. Bah oui. Le deuxième sujet, c'est la température. On est dans un contexte désertique. Il fait entre 45 à parfois 50 degrés. Donc il y a une notion, bien sûr, de résistance à la chaleur. Gestion de l'effort corporel pendant 10 heures sous ces températures-là, parce qu'il n'a pas beaucoup plu quand on était en Basse-Californie. Et lié à la chaleur, bien sûr, c'est la gestion hydrique, l'hydratation, où il faut stocker beaucoup d'eau sur les points de ravitaillement qu'on trouve sur le parcours, quand on en a, pour pouvoir progresser et se dire, le prochain lieu de ravitaillement, il est peut-être à 150, 200 km, 250 km. Donc il faut stocker de l'eau et de la nourriture pour tenir jusqu'à notre point de ravitaillement. Et le troisième point qui est essentiel, c'est la partie animale. C'est-à-dire le cascabel que j'ai cité tout à l'heure, c'est un des serpents les plus venimeux d'Amérique, au sens large, Amérique au pluriel. Il fait du bruit, grâce justement au serpent à sonnette. Ça prévient. Par contre, quand on se fait mordre, il y a un risque létal qui est prononcé. Donc quand on doit bivouaquer, parce qu'on a principalement dormi en tente, il faut être très vigilant, parce que c'est un endroit hostile, le désert, à la fois pour les animaux, mais également les cactus, pour les matelas qu'on utilise, qui sont des matelas très légers, quand on dort en tente. Bon, voilà, c'est tous ces paramètres-là qui ont fait que c'est difficile. Et en même temps, Bertrand, que je salue d'ailleurs, j'en profite, parce qu'il a réussi quelque chose d'extraordinaire, il a réussi à me suivre. C'était la première fois qu'il faisait ça. C'est la première fois qu'il faisait plus de 1000 km à vélo, qu'il dormait autant de fois dehors, qu'il ne se lavait pas pendant quelques jours parce qu'on n'avait pas accès à des zones pour se laver. Tous les paramètres finalement qu'il a dû découvrir, c'était extrême, je pense encore plus pour lui. Leslie? Oui, en fait, ce sont, en vous entendant parler, ce sont les symboles de toutes ces explorations. C'est-à-dire, il y a cette volonté d'être libre, d'apprendre, de surmonter ses peurs, de s'adapter à l'inconfort. Mais aussi, il y a un peu en toile de fond, vous me dites si je me trompe, mais l'envie finalement de rester un peu un enfant avec ses défis, cette découverte, cet émerveillement. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez ?
Alors moi je suis père depuis peu de temps, ça fait à peine 2 ans que le jeune Jules est arrivé à la vie grâce à Barbara, ma compagne. Et effectivement, je retrouve chez moi quelque chose que je découvre chez Jules, c'est-à-dire cette curiosité surtout. Et c'est ce plaisir surtout d'apprendre. Ce plaisir d'apprendre malgré les chutes, parce qu'on oublie combien de fois on doit chuter pour pouvoir se lever un jour, se dresser sur ses jambes. Et je pense qu'effectivement, j'ai ce plaisir de la curiosité permanente. Et c'est ça qui fait que quelque part, j'arrive à établir des liens avec les gens que je rencontre, mais également à me tenir à distance de personnes qui pourraient potentiellement nous être néfastes ou qui pourraient en vouloir à notre matériel ou à notre vie. Moi, c'est ces immersions en milieu, entre guillemets, engagé et naturel. Pour moi, c'est pas naturel tout ce qui se passe autour de moi. C'est quand je suis sur le terrain, en plein désert, sur un vélo, dans des conditions de survie, que je me sens à la fois vivant, mais en même temps dans mon élément. Aligné, ouais. On parle d'éléments, on parle d'environnement dans un instant, et je ferai réagir Seb à vos côtés parce que c'est forcément quelque chose qui va lui parler. Mais un mot d'abord sur ces vidéos, parce qu'il y a l'exploit humain, sportif, appelez ça comme vous voulez, que vous réalisez sur le vélo, mais en même temps, il faut tourner des images. Et ça, vous le faites tout seul. Comment ça se passe? Et la deuxième question en prolongement, c'est à quoi servent ces vidéos derrière? Parce qu'il y a aussi des messages à faire passer. Alors techniquement, comment ça se déroule? Parce que TV Monaco n'était pas sur place et c'est dommage parce que vous auriez pu, je pense, prendre beaucoup de plaisir. Peut-être pour la prochaine. Peut-être pour la prochaine. Mais techniquement, effectivement, je filme tout avec une caméra d'action et un drone. Alors on a beaucoup de technologie aujourd'hui et quelque part, il y a deux faces de la même pièce, mais moi j'essaie d'utiliser la technologie dans la phase positive, c'est-à-dire de ramener des images. C'est périlleux, il ne faut pas le faire à la maison, il ne faut pas le tenter à la maison de se filmer à vélo, parce que ça veut dire que j'utilise une télécommande avec un système de tracking, mais je dois piloter mon vélo sur des pistes en sable avec plein de bosses, des cailloux. Le drone au-dessus de la tête. Avec le drone au-dessus de la tête, avec des cactus géants tout autour de nous. Et des serpents. Il y a plein de paramètres à gérer et le drone, il n'est pas autonome, il est semi-autonome. Bien sûr. Donc se filmer, c'est très risqué, mais ça permet de ramener des images de ce type-là, puisque là, il aurait été techniquement impossible de suivre en voiture. Donc moi, c'est une frustration que j'ai eue en 2011, la toute première fois où j'ai voyagé, notamment en Slovaquie, en Ukraine, en Roumanie et en Moldavie, c'était qu'on n'avait pas la technique pour ramener les images et le partager à mes proches, ma famille et mes amis. Et aujourd'hui, on a une technique qui permet de capter ces images et de ramener finalement un bout de cette aventure pour la partager. Et moi, clairement, le message, c'est d'encourager les participants potentiels à ce type d'expédition ou des pratiquants de vélo au sens large de s'élancer dans leur propre voyage. Alors peut-être pas sur la Baja California. Oui, commencer par des étapes un peu plus... Il faut commencer par des étapes plus légères. Voilà. Mais voilà, j'essaie de partager finalement cette magie du voyage à vélo dans le sens en quoi ça peut changer votre vie et les enseignements du contact qu'on peut avoir à vélo auprès de cultures que parfois on juge de loin sans forcément bien les connaître. On parlera vélo dans la question du jour dans 1 minute 30, 2 minutes. Ce sera beaucoup plus citadin, je vous le dis. Mais je voulais d'abord qu'on dise un mot sur le côté environnemental, parce que cette planète, vous la voyez évoluer. Ça fait plus de 15 ans maintenant, 15 ans à peu près que vous faites le tour du monde à vélo, Axel. Est-ce que vous la voyez justement évoluer, cette planète? Est-ce qu'il y a des territoires sur lesquels vous êtes dit « Ok, là, il y a du danger, on est en train de perdre quelque chose » parce qu'on en parle régulièrement dans cette émission avec Seb de l'environnement, et l'homme a parfois détruit beaucoup de choses. Est-ce que là aussi, c'est un autre aspect de ces voyages, de ces explorations? C'est tout le paradoxe en fait de mon métier d'explorateur. C'est qu'à la fois, j'utilise une technique actuelle qui nécessite finalement à la fois l'exploitation humaine, les mines, les matériaux, puisque dans les caméras d'action, il peut y avoir des microprocesseurs qui viennent de Taïwan. Tout ça, moi, j'en ai conscience de ces paradoxes-là. Et en même temps, double paradoxe, je vais chercher des routes et des pistes qui sont des héritages qui ont été construits sur les 150 dernières années grâce au pétrole notamment. Bien sûr, bien sûr. Et finalement, moi, je suis qu'un témoin suspendu sur un vélo comme un funambule. C'est vrai. Et il y a ce double paradoxe, c'est clair. J'ai eu la chance de traverser plein de territoires, notamment le Pérou, l'Amérique latine à plusieurs reprises, avec des mines gigantesques dont on jouit, entre guillemets, grâce à la technique qui nous filme aujourd'hui, les caméras. Bien sûr. Et ça, c'est un peu le paradoxe de nos vies, c'est comment partager ce que l'on fait en ayant conscience que finalement, on y contribue quelque part d'une certaine manière. Seb, je suis sûr que ça vous passionne. Ouais, c'est passionnant, mais c'est surtout, effectivement, c'est pas accessible à tous de partir comme ça, faire 1600 km au Mexique. Par contre, si ça donne envie aux gens de revoir leur manière de voyager, de revoir la temporalité, le temps, de sortir un vélo de sa cave ou d'en acheter un et d'aller explorer autour de chez soi, alors c'est déjà magique, parce que le vélo, c'est un formidable outil pour voyager, pour découvrir, pour redécouvrir. Et peut-être que ce genre de reportage et d'explorateurs permet aux gens
Et là, c'est accessible à tous de se dire pourquoi pas les châteaux de la Loire, pourquoi pas des choses qui sont accessibles. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, on peut vraiment se dire waouh, il y a d'autres choses que les clubs med et les clubs à l'autre bout du monde pour passer des vacances incroyables. Le vélo, c'est un outil pour ça. Axel Carillon, notre invité, il va participer au débat du jour. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple le vélo ici à Monaco. La question du jour, forcément, elle tourne autour du sujet. Et juste en fin d'émission, je vous demanderai quand même la prochaine idée d'escapade, parce que là, on a envie d'en savoir un petit peu plus. C'est parti, la question du jour. Bonjour à tous. Est-ce que vous utilisez assez les vélos au quotidien ? Alors là, on parle de la vie quotidienne, plutôt citadine, on l'a compris, ici à Monaco, sur la Côte d'Azur. Oui ou non, rapide tour de table, on écoute l'avis de monsieur, on en parle après ? Ah, je dois dire non. Non ? Oui. Oui ? Ouais. Quand le dos vous laisse tranquille. C'est ça. Ça vous rappelle le boulot, du coup, de faire du vélo en ville ou pas, Axel ? Vous le prenez tout le temps ? C'est un très bon endroit pour apprendre plein de choses sur le vélo à cause de tous les paramètres qu'on doit gérer quand on fait du vélo taf. Pas mal. On écoute l'avis de monsieur et je vous écoute, moi, vous, juste après. Oui, alors j'utilise pas mal les vélos électriques de la Principauté pour me déplacer vu que j'habite en Principauté. Donc à raison de, je pense, 2 à 3 fois par semaine minimum. J'ai une bonne chose. Le système de vélo en libre service, d'ailleurs, Monaco Bike a battu un record lors du premier semestre 2025 l'année dernière avec 97 383 trajets. C'est plutôt une bonne chose. Le vélo dans le quotidien, beaucoup de villes s'y mettent. Monaco est un exemple, certes. On y arrive, ça évolue, mais vous, non, vous ne l'utilisez pas. Non, j'utilise pas le vélo, mais j'utilise pas non plus la voiture. Ok. Je marche beaucoup. Ouais. Je préfère nettement marcher à tout autre moyen de locomotion. Puis en plus, ils sont beaucoup trop grands pour moi, les vélos. Mais non, mais attendez, vous rigolez ou quoi ? Je vous laisse les petits trous, Je même vous si l'ai vous voulez. servi sur un plateau, celle-ci. Hein. C'est cadeau. Seb ? À fond. J'ai eu un vélo cargo jusqu'aux 7 ans de mon fils. Et à Menton, vélo électrique en plus, donc c'est quand même bien adapté dans la région parce qu'il y a des côtes et pour pas transpirer quand on arrive au travail, les allers-retours à Monaco, à l'école, on se gare facilement, ça coûte rien, il y a pas... c'est un vrai plaisir. Et moi je préfère axer sur le plaisir qu'on a à emmener son enfant à l'école, à pas chercher une place, à arriver à l'heure, que pétrole, CO2, écologie, climat. Donc ouais, un régal. Et puis j'ai fait des triathlons, enfin le vélo, j'adore ça. Ouais, je savais un petit peu en vous posant la question quelle serait la réponse, Leslie. Ouais, moi aussi j'ai un vélo cargo, je pense qu'on a dû avoir le même et je trimballe mon fils, mes courses, voilà, c'est vraiment mon moyen de transport au quotidien. En revanche, il y a trop peu d'aides qui sont accordées pour l'achat de vélos électriques. À partir du moment où on sait à Nice, il y a des gros problèmes pour se stationner, moi j'habite à Nice, on fait le choix d'acheter un vélo électrique et puis voilà, en termes d'aide, c'est quand même des outils qui valent 3 000 €, mais bon, le bénéfice, on le rentabilise assez rapidement. On fait du bien à l'environnement, on fait du bien aussi pour notre santé, voilà. Mais en revanche, pour l'acquérir, enfin voilà, faut vraiment se saigner, quoi. Donc voilà, s'il y a un message à faire passer, en tout cas de ce côté-là, c'est oui, on essaye de faire du vélo, on essaye d'en avoir un et d'être responsable, mais il faut qu'on soit un petit peu plus aidé. Le vélo dans les villes, Axel, bien sûr qu'on a vu des images tout à l'heure, on a parlé d'exploration depuis quelques minutes. Le vélo dans les villes, c'est déjà la base et une nouvelle façon de finalement de réfléchir à nos déplacements. Il y a beaucoup de villes qui s'y mettent et Monaco en fait partie, comme vous l'avez cité. Moi, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante dès lors que les infrastructures sont pensées pour pouvoir mélanger les usages. Ouais, c'est ça. Moi, il y a beaucoup de monde sur les routes. Hein. Voilà, je vais vous citer un exemple, c'est la ville d'Ho Chi Minh, anciennement Saigon, que j'ai eu la chance de pénétrer en vélo, parce qu'il y a 3 à 4 millions de scooters qui pénètrent chaque jour dans la ville. Et j'étais dans les flux de scooters à vélo. J'aime, si vous voulez, cette notion d'avoir des axes qui sont aménagés pour que tout ruisselle. En termes de progression, là où j'aime bien le décrire comme ça, on a souvent une culture de castor en France, à savoir de mettre des barrages un peu partout pour essayer de bloquer l'eau. Et la culture asiatique est très différente sur ce sujet en termes d'aménagement. Et le vélo, pour ça, permet finalement d'être à l'écoute. Parce qu'on a besoin d'être à l'écoute, compte tenu du risque que l'on prend à se déplacer avec les autres usagers. 100% on à est obligé l'écoute, d'être connecté hyper sur tout ce qui se passe, on doit être vigilant en permanence. Et ça crée quelque part des compétences que je trouve qu'on peut appliquer dans sa vie, qu'on peut partager à ses enfants. Dans une voiture, on est derrière un pare-brise, on comprend plus grand-chose. Elle bip en plus de partout pour te dire tombe pas à droite, tombe pas à gauche, freine. Enfin bref, c'est insupportable. Et en même temps, on est coupé du monde extérieur. Donc si ça permet, cette initiative, de pousser le vélo en mobilité urbaine, de reconnecter les gens finalement à d'autres usages autour, parce qu'on n'est pas tout seul en voiture, il y a plein d'autres usages.
pourquoi pas, je trouve que cette initiative est à saluer. Oui. Avec un peu de tolérance des automobilistes aussi, ce serait bien. On peut le rajouter, Ouais. effectivement. Parce que Il bon- faut être sympa. Ouais. Faut être Vélo, sympa. c'est la Moi, vie. généralement, je me fais remercier un peu partout. J'ai rarement des gens qui sont très agressifs. Ah au ouais, contraire. j'ai pas du Mais tout les parce que mêmes expériences. Parce que j'essaie de fluidifier. C'est-à-dire que j'essaie de faire passer les véhicules quand il y a de la place. Oui, je ne oui. mets pas en plein milieu en disant c'est moi. Je suis Voilà, c'est vous aussi, vous faites Ah, il y a n'importe une- quoi Ah sur un là vélo, là, c'est pour ça mais qu'on c'est vous pas insulte. vrai, Qu'est-ce c'est que vous voulez que je vous pas dise conduire. Le vélo voyage, c'est un capital sympathie qu'a pas un vélo de route, par exemple. Ouais, c'est vrai. Quand tu voyages à vélo, les gens viennent te parler, vous allez d'où, vous faites quoi. C'est vrai. C'est Avec les complètement sacoches, ils disent différent. oula, ça vient de Oui. loin. Il faut qu'on Exactement. arrive à Exactement. découvrir son histoire. Et si vous voulez découvrir l'histoire encore un petit peu plus en détail d'Axel Carillon, notre invité, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a plein d'images incroyables. Et merci encore d'avoir partagé cette nouvelle aventure avec nous aujourd'hui, c'était un vrai bonheur. La prochaine est déjà prévue ? Alors fin avril, Ouais. je pars au Maroc à la fois organiser une course et participer à un petit format de 500 km. Et ben voilà, et on mobilisera les équipes de TV Monaco pour la prochaine expérience. Je vais en parler. Voilà, merci beaucoup en tout cas Merci beaucoup. d'avoir été avec nous. Merci Laetitia, merci Leslie. Nous on se voit plaisir, demain. Merci, à demain, ouais. Allez, à demain Seb, à très bientôt. Très vite. avec Soignez-moi ce dos et on part en exploration à vélo. Merci de votre fidélité. On se retrouve sur Instagram, le compte Instagram de TV Monaco pour vous partager quelques extraits de cette émission. Et pour les replays, ça se passe sur la plateforme tvmonaco.com. Tout de suite, c'est l'actu. Merci en régie, Théo Sarfati, Lende, Sébastien Lyotard. J'ai dit que je le ferai tous les soirs. Et merci à vous de votre fidélité. On se dit à demain. Tout de suite, c'est l'actu. Bye bye.